un jour, il descendait à la plage, au Trésier, à sa Plougonvelin à côté, là. Et il dit, je descendais avec 2 copines, on rigolait, bon, voilà. Mon grand-père était très charmeur. Il croise un Allemand qui est ivre-mort, qui remonte de la plage, et l'Allemand prend les rires pour lui. Ah, il croit qu'il se moque de lui, quoi. Il tilte, il sort sa baïonnette, et il veut planter, en fait, je sais pas, quelqu'un du groupe, quoi. Toi, t'as une histoire assez particulière, évidemment. Ouais. C'est ta passion et tu travailles beaucoup autour de ces sujets-là. T'interviens dans les écoles, auprès des élus, pour faire de la pédagogie. Tu fais venir des vétérans à Bray, donc des Américains qui ont combattu. Du coup, tout ça, c'est lié à une histoire familiale. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Comment est-ce que tu l'as découvert? Et de qui il s'agit, tout simplement, dans ton entourage? Alors, cette personne, tout simplement, c'est mon grand-père. Je pense, comme tous les grands-pères, diffuser des petites anecdotes sur son passé. Mais c'est toujours des anecdotes, en tout cas pour moi, portées sur l'humour. C'était pas tragique, c'était toujours pour rigoler, avec un soupçon d'humour. Et évidemment, lui, il nous racontait sa période de l'occupation. Donc là, vous le voyez à l'image. Il s'appelait Roger Servet-Priol. Mon grand-père, donc lui, il est à Paris. Il est à Paris. Son père travaillait au Batignolles, pour ceux qui sont de Paris, peut-être qu'ils connaissent. Et donc son père était au chemin de fer. Il avait été amputé en 14-18. Donc il avait un emploi réservé pour les gens qui avaient subi la Première Guerre mondiale. Et donc mon grand-père évacue à l'arrivée des Allemands en juin 40, quand les Allemands se dirigent sur Paris pendant la débâcle. Okay. Mon grand-père évacue et se retrouve en Bretagne, en Finistère, sur un petit lopin de terrain avec une petite maison qu'ils avaient fait construire parce qu'ils avaient vendu un jardin ouvrier qu'ils avaient à Paris. Okay. Et donc en fait, son père, par une loi de Vichy au tout début de l'occupation, peut partir à la retraite et décide de s'installer à Plougonvelin. Donc au fin fond du Finistère, pour ceux qui savent pas où est Plougonvelin, mais Maps, c'est vraiment le. Il n'y a pas plus à bout, l'ouest. Ouais, c'est clair. Après, c'est l'Amérique. Ils ont vraiment voulu fuir le plus loin possible, quoi, à ce moment-là. Ça. Et du coup, pour revenir à ton grand-père, il a Plougonvelin et l'occupation allemande aussi arrive jusqu'en Bretagne, en fait. C'est ça. Coup, dès le 19 juin 1940, Brest est occupé et dans les 2-3 jours qui suivent, tout le littoral est quadrillé et verrouillé. Et donc mon grand-père, tout simplement, voilà, il faut qu'il vive. Donc il va travailler un peu d'abord sur des petits chantiers. Alors il faut savoir que très vite l'occupant remet en route des productions, récupère des fortifications allemandes, des stations radars, des stations TSF, l'arsenal. Les Anglais et les Français se sont barrés en sabotant les choses, en ouvrant les vannes, en incendiant les cuves à mazout. Et donc mon grand-père bosse pour l'allemand, c'est-à-dire qu'il va monter en haut d'une antenne TSF et il sert des boulons sur une antenne TSF. Et il me dit, toute l'occupation, tous les métiers manuels, tu ne pouvais que bosser pour les Allemands. Il y avait qu'eux qui avaient le matériel chantiers, et surtout la matière première pour bosser. Et en fait, il dit, même si on voulait pas, fallait quand même nourrir sa famille, fallait vivre. Et donc, alors, forcément, c'est les trocs, les marchés noirs, les petits boulots. De fou, clairement. Oui, à l'époque, c'est ça. Je pense que vos grands-parents dans le chat, on a dû vous en parler. Si vous avez la chance encore, franchement, parlez-leur de ça. Mais je pense que ils auront quelques anecdotes dessus. Moi, je sais que mon grand-père, il me disait, il y a un topomètre qui passe à côté de la maison. Il est en train de tirer une ligne pour l'électricité pour les Allemands. Et il dit comme ça, je peux vous faire une petite dérivation pour avoir les lecs à la maison. Bon, c'est un cochon. Mais oui, tu troquais que des trucs comme ça. Et mon grand-père dit, nous on n'avait pas de cochon. Et il dit, par contre, il avait un copain, je donnerai pas le nom. Il avait un copain, il me dit, ils ont eu l'électricité en 42. Dis donc, ça a bien bossé. Et donc nous, quand on est petits, ils nous racontent ça, les petites anecdotes de boulot. Mais tu sais, c'est des anecdotes rigolos. Tu comprends pas trop, j'imagine, t'es en mode, c'est lointain. Mais en plus, il le tourne toujours à la plaisanterie, même quand c'est à son désavantage. Et si tu veux, c'est trop rigolo parce que mon rapport avec 39-45 a toujours été ludique et joyeux. C'est-à-dire que, tu vois, il me parlait des Allemands en disant, tiens, il y avait mon chien qui avait désarçonné un cavalier allemand qui passait à côté de la maison. Ou alors, il me dit carrément, un jour, il descendait à la plage, au Trésier, à sa Plougonvelin à côté, là. Et il dit, je descendais avec 2 copines, on rigolait, bon, voilà. Mon grand-père était très charmeur. Il croise un Allemand qui est ivre-mort, qui remonte de la plage, et l'Allemand prend les rires pour lui. Il croit qu'il se moque de lui, quoi. Il sort sa baïonnette et il veut planter, en fait, je sais pas, quelqu'un du groupe, quoi. Bon, sauf que mon grand-père, il fait 1m85 pour l'époque, avec les Bretons, c'est... Voilà. Il le prend, parce que l'autre était complètement ivre-mort, donc il le prend, il le baigne dans un talus. Et par contre, il reste pas faire un selfie, il se taille, il se taille, la merde. Ouais, c'est ça. Là, s'il est pris, c'est le peloton, mort, donc ça file, quoi. Quand on a parlé, c'était 70 ans après les faits. Mon grand-père est rentré en résistance et
comment dirais-je, sa résistance, elle a commencé un peu bizarrement. C'est-à-dire que c'est une copine à lui qui était plutôt de la mouvance trotskiste, qui était à Brest. Donc communiste. Alors c'est une branche du communisme. C'est une branche du communisme, voilà mais pour... Et comment dirais-je, il arrive, sa copine vient le voir, c'est une bonne amie à lui, etc. Et lui dit, tu veux pas distribuer des tracts, quoi. Et lui, il est en mode, c'est sa copine. Et lui, il est pas du tout politisé à l'époque, il est pas revendicateur ni rien, c'est juste qu'on lui dit, voilà, il y a des tracts. Ça commence comme ça, et donc lui il travaille sur un petit chantier allemand et il distribue des tracts. Tout ce que je sais, c'est que c'était un groupe trotskiste, et en fait comment il se fait couper de son groupe, elle finit ses études à Brest et elle est envoyée en prof dans une autre affectation, et donc du coup elle part. Et lui c'était son seul contact, il est coupé comme ça. Et de là, t'as quasiment 1 an et demi où il se passe pas grand chose. 1 an à 1 an et demi où il se passe mais rien. Et pendant ce temps-là, il travaille toujours. Il fait plein de petits boulots. Alors il collecte des informations sur les positions allemandes, mais il dit ok, j'avais ça et je savais pas comment faire, quoi. Donc, il les donnait même pas, c'est juste qu'il les avait pour lui, quoi. Il regardait, il se faisait un peu curieux, il faisait des détours, mais il est tout seul, quoi. Ouais, je vois. Et si tu veux, la résistance, c'est pas un sport de masse. La résistance, c'est un contact qui contacte une personne. Et donc lui, pendant 1 an et demi, il déprime. Il déprime parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose. Il veut partir en Angleterre. Ah, il a envie de partir en Angleterre. Il a envie de partir, mais il avait déjà essayé de partir en 40 et c'était pas bon. Et donc là, il essaye d'écumer la façade atlantique, mais il me dit, mais c'était vraiment candide de vouloir faire ça, parce qu'en 42, partir des ports de la façade atlantique, c'était mort, quoi. À part d'être vraiment dans un réseau organisé avec une rencontre de sous-marins ou un bateau vraiment particulier, etc. Il n'y avait plus personne qui partait comme ça, quoi. Et si tu veux, il attend. La deuxième partie, c'est son copain de foot vient le voir et lui dit un jour, viens au restaurant de ma mère. Donc c'était dans le village juste mitoyen, hein. Ils arrivent et en fait il y a un gars de Brest qui s'appelle Grand Turc. C'est un pseudo, évidemment. Grand Turc, okay. Et donc mon grand-père n'aura jamais l'identité de cet homme. Ce gars-là lui dit, vous allez rentrer en résistance avec moi et vous allez faire du renseignement. Je vous attribue un secteur géographique, vous trouvez un pseudonyme et vous balayez le secteur, et on se voit de temps en temps où vous communiquez les messages. Et c'est-à-dire qu'en gros, il notait rien, il passait, il regardait, ok, il y a des Allemands, tel endroit, telle fortification est en train d'être construite, il donnait les informations. Lui, il datait ça de mai 43. Et donc mon grand-père, il va continuer cette résistance. Arrive le 6 juin. Donc là, en fait, le mot d'ordre change, et le mot d'ordre, c'est vous recruter. Et mon grand-père, je m'en souviens parce que vraiment, c'était une de ses phrases. Il dit, toutes les personnes qu'on a été voir, elles étaient volontaires pour se battre, pour risquer leur vie. Là, c'est en quelle année quand il va voir les gens ? Donc là, c'est en 44, on est vraiment été 44. Ouais, okay, là, c'est l'été après le débarquement en Normandie. L'idée, c'est de faire des groupes de combat pour quand les Alliés vont arriver. On est plus dans l'ombre et à se dire, on fait des trucs. Là, c'est en mode, on va constituer des groupes de combat et là, on va aller affronter l'occupant, quoi. Et c'est important ce que tu dis, parce que tu vois, quand tu dis cette phase de on n'est plus dans l'ombre, ils sont tellement peu discrets à faire ça que mon grand-père est dénoncé. Il a jamais su par qui, et il me dit, je voulais pas savoir par qui, je voulais savoir pourquoi on m'avait dénoncé en juin 44, quoi. Bah ouais, c'est ça. Mon grand-père, donc il arrive à recruter avec ses copains une trentaine de volontaires, et donc forcément on savait qu'il allait avoir des combats à Plougonvelin, et le grand-père il dit, c'est bien beau les combats, mais on n'a pas d'armes. Et là, un message parvient de Brest, vous allez avoir des armes. Donc t'imagines, il recrute les gens en juin, il est dénoncé en juin et il part se cacher. Il part se cacher pendant un petit mois et demi à la campagne, mis à l'abri à Tiruz, donc c'est à Plouzané, c'est à côté. Wow. Et en fait, il y a tout un système de récupération des gens dénoncés, c'est-à-dire qu'on lui donne rendez-vous, il est d'abord hébergé dans le grenier du presbytère à Plouzané par l'ecclésiastique du coin. Le gars, le fermier, vient le chercher en charrette, il le cache en dessous parce que à l'entrée de la ferme, il y a un poste allemand, et donc il rentre dans la ferme et il reste là pendant quasiment un mois. Le grand-père revient du coup à Plougonvelin, et là on lui dit il va y avoir un parachutage d'armes, et en fait mon grand-père va au parachutage. L'avion ne vient pas une nuit, 2 nuits, et la 3e nuit l'avion passe, il lâche juste une fusée rouge, et en gros c'est annulation du parachutage d'armes parce que le spot est trop merdique. Après je sais pas comment ils ont fait ça, mais il y avait un manoir allemand à littéralement 300 mètres du point de parachutage. Là le grand-père, il y a pas d'armes, donc ils reçoivent l'ordre de partir au maquis de Trévergade. C'est vraiment centre finistérien
mer Nord, il va pouvoir être armé et avec son groupe, ils vont pouvoir partir au combat, en fait, participer à la libération de l'arrondissement de Brest. Et donc cette photo, elle a été prise à Plougonvelin, donc le 8 septembre 44. Donc il participe au combat, il participe à la libération du secteur. Après il part à Paris, il fait son métier et il en parle très peu à ses fils. Après la guerre. Ouais, mon grand-père se marie, il a 3 enfants comment dirais-je, il en parle très peu, un peu ici et là, mais mes oncles m'ont dit en fait il a libéré la parole un peu avec un de ses fils, mais très tardivement et surtout avec les petits-enfants. Enfin, j'ai toujours adoré sa façon de nous raconter et il nous emmenait aux cérémonies, tu vois. On se rendait pas trop compte de qui on avait autour de nous. On avait des anciens et tout. Ouais. Moi j'ai des anciens, je me vois en photo aujourd'hui à côté des anciens. Je suis en mode mais j'étais à côté de lui, mais c'est un truc de fou. Alors je voulais parce que tu revois des photos après de l'époque. Et ça vient de là. Ma passion pour la Seconde Guerre mondiale vient de lui, vient de là. Moi je commence en 2013 mes recherches sur lui. Ah vraiment, c'était sur ton grand-père? C'est sur mon grand-père et c'est sans prétention aucune, c'est-à-dire c'est comme vous, comme moi. Je me dis tiens en vrai, ça serait bien qu'il note les choses parce que la photo qu'on vous a montré, je lui en parle et je lui dis mais qui est vivant encore sur la photo? Il me dit bah lui il est mort, lui il est mort, lui il est mort. Je lui dis non mais attends, dis-moi qui est vivant. Il me dit bah il y a que moi. Mon oncle avait déjà commencé à noter des choses sur son parcours et tout, et on enchaîne. C'est-à-dire que je prends l'affaire en main. Juste à ce moment-là, je venais de déménager à côté de lui, et tous les dimanches pendant 1 an et demi, on se voit, on mange, et après on discute 39-45. Mais là, on était dans le factuel, et au contraire, on n'a jamais réussi à lui arracher une émotion dans le petit bouquin qu'on a fait, en fait, qui reprend. Parce que du coup, t'as écrit un bouquin. Ouais, voilà. Ce sujet, alors, c'est un bouquin qui est pas paru, hein, c'est ses mémoires. Je lui dis, on le fait publier ou pas? Il me dit, non, c'est bon, on le fait à 50 exemplaires et pour la famille et les amis. Okay. Et si tu veux, dans son bouquin, il n'y a pas d'émotion de sa part. Il dira jamais ce qu'il pense. Il y a juste un jour où il a eu vraiment peur et il dit, là, j'ai eu peur. Et en fait, c'était une fusée éclairante qui descendait, et donc ils étaient éclairés comme en plein jour, en pleine nuit. Et il dit, mais j'avais peur qu'on se fasse pulvérisé. Ouais, tiré comme des lapins, quoi. Donc ça, on a mis 1 an et demi à le faire. C'est sorti en 2014 pour le 70e anniversaire de la Libération. Et il y a un truc qu'on a fait ensemble qui était trop cool. C'était qu'on a été voir les familles de ses copains, notamment ceux de la photo, et on a été leur donner le bouquin. Waouh, trop stylé. Et donc on allait voir les gens, et en fait les gens, ils savaient pas pourquoi on venait, et on leur dit, tiens, en mémoire. Et vous lirez, vous verrez. Et il y a des gens, mais enfin voilà, les réactions étaient incroyables. Les gens, ils devaient être trop. Et moi, tu vois, émus et tout, quoi. De t'en parler, j'en ai encore les frissons. Mais je comprends, c'est normal. Parce que vraiment, je rencontrais toutes les strates, tout ce qu'il avait dit, et puis du coup, faire entre guillemets, chercher aussi des informations sur ses copains. J'ai mis le doigt dans l'engrenage, et puis tu sais, c'est toujours un peu plus, quoi. Un peu plus, et aujourd'hui, je m'arrête à l'arrondissement de Brest, c'est déjà très bien. J'aimerais réellement remercier toi, Gilda, qui est venu quand même de Brest et tout pour venir raconter ton histoire, raconter ce que tu faisais aussi, merci aiguiller à toi les gens aussi qui sont venus. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très humble et honoré de ton invitation. Merci de suivre, et puis moi je voulais juste dire aussi à tous ces gens là qui osent peut-être pas, qui se disent c'est pas accessible, je le redis, lancez-vous, c'est vos familles, c'est vos histoires, ça vous concerne, et c'est pas quand ils seront tous partis qu'il faudra se dire ah merde, j'aurais bien aimé lui demander ça, etc. Je parle en connaissance de cause et pourtant j'ai eu cette chance de déjà beaucoup discuter, donc vraiment merci beaucoup Rivenzi, merci à tous les commentaires, à tous ceux qui ont suivi. Merci beaucoup Gilda. Merci à toi Rivenzi.